pense que ta plante, elle manque un peu d'eau. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi là, de vous accueillir en ce vendredi matin spécialement. C'est hors de l'ordinaire un petit peu pour le mois d'octobre. Donc, nous sommes le 7 octobre à la Commission de la culture, loisirs, sport et plein air. Je me présente, je suis Nancy Robichaud, présidente de la commission, et je suis accompagnée de mes collègues Joanie Belle-Rose et Catherine Boileau, membres de la commission. Nous avons aussi Anne-Jannick Lépine, qui est la remplaçante présentement de M. Jean-Yves de la Rougerie. Nous avons aussi Prisca Gilbert, coordonnatrice au soutien des élus, Cyrielle Fleury, conseillère principale à la direction générale, et nous avons Josiane Caron-Côté, nouvellement notre secrétaire de direction au SSCVC. Donc, nous aurons comme invité lors de la séance Paul Ginde ainsi que Jocelyn Proux des Jeux du Québec. Et Mme Nathalie Fortin. Oh, et nous aurons Mme Nathalie Fortin. Désolée, j'avais omis cette petite note. Donc, habituellement, on a des gens dans la salle et on doit dire, n'oubliez pas, nous sommes une consultation, une commission consultative et on fait des recommandations au conseil municipal. On informe les gens qui n'ont pas le droit de parole dans la salle, là, mais si vous avez des points qui vous intéressent ou des commentaires à faire, vous pouvez facilement là, écrire soit à moi ou au conseiller de votre district là, pour leur soumettre vos commentaires et ils me les feront parvenir par la suite. Ceci étant dit, nous allons commencer avec l'avis de convocation. C'est comme correct pour tout le monde. Pour l'ordre du jour, je vais devoir lire l'ordre du jour parce qu'il y aura des petits changements. Donc, il y aura le procès-verbal avec lecture et dépôt du procès-verbal du 15 septembre. Ensuite, dans les dossiers relatifs à la culture, au point 5.1.1, mise en place d'un organisme en soutien aux artistes et artisans. Et par la suite, l'ordre va un petit peu changer. Nous verrons le mandat de fonctionnement et nomination des membres du comité expert à 10h35. Retour sur la rencontre du milieu culturel du 28 à 11h15. Et pour les dossiers relatifs au sport, le point sur les Jeux du Québec, bilan de réalisation et démarches à venir est devancé à 10h10. Donc, avec notre invité, là, Jocelyn Proux, puisqu'il y aura conférence de presse ici à l'Hôtel de Ville ce matin. Donc, on a modulé un petit peu l'horaire là, pour faciliter le tout pour nos invités. Et enfin, nous devions avoir les recommandations en vue de l'adoption du plan d'action, mais nous ne les avons pas reçues, donc ça ira à une rencontre ultérieure. Donc, est-ce que ça vous va en lien avec les changements? Fonctionne? Oui, parfait. Merci. Ensuite, nous arrivons à la mise en place d'un organisme de soutien aux artistes et artisans d'art dont notre invité est en ligne, M. Paul Geigne, qui était sur le comité aviseur lorsqu'ils ont en fait le travail. Mais, Mme Jannick, je vous laisse le mot d'ouverture. Oui. Alors, bienvenue. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, nous aborderons un projet que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un projet de mise en place d'un organisme qui viendra en soutien aux organismes professionnels en service et au plan financier. Et M. Paul Geigne est avec nous ce matin parce qu'il va commenter, pardon, pardon. Alors, il va commenter avec moi donc la présentation parce que M. Paul Geigne était président du comité de la culture au moment où nous avons entamé les travaux de ce projet. Il était président du comité aviseur, donc un comité d'experts qui nous a accompagnés à la division de la culture pour pouvoir de déterminer les composantes de ce projet. Et si vous permettez, M. Geigne, je vais vous donner la parole à certains moments de la présentation pour que vous puissiez témoigner puis renforcer aussi là, la pertinence du projet. Est-ce que ça vous convient, M. Geigne? C'est parfait. Merci beaucoup de l'invitation. C'est bon, merci à vous. Alors donc, je le mentionnais tout à l'heure, le projet d'un soutien aux artistes, auteurs et artisans d'art, c'est un projet qui est inscrit dans la politique culturelle, évidemment, de la ville, mais c'est surtout une orientation qui implique la particularité d'impliquer des partenariats. Donc, c'est un projet qui se fait avec un leadership partagé, autant par le milieu institutionnel, le milieu gouvernemental, le milieu privé également. Alors, donc, dans cette orientation, on comprend que c'est un projet là, qui est vaste, qui est là pour soutenir nos artistes, mais qui implique des partenariats.
Les phases du projet. Donc, je vous dirais, dès 2017-2018, nous étions déjà là, dans cette perspective de mettre ce projet en place et ça s'est concrétisé plus particulièrement autour de 2019-2020. Deux grandes phases, donc, marquent ce projet. La première phase, elle est déjà réalisée, c'est-à-dire que c'était de relancer le programme de bourse aux artistes et artisans d'art, dont il y a eu la première version là, en 2021 et elle se répète en 2022 et appelle à tous les artistes. Le programme est en cours présentement. N'hésitez pas à postuler. Vous avez jusqu'au 31 octobre. La deuxième phase, c'est celle-ci là, dont il est question ce matin, c'est d'identifier un modèle d'une structure qui est indépendante de la ville et qui proposera une offre de mesures de soutien aux artistes. C'est-à-dire que c'est un organisme indépendant, un peu comme le modèle de Excellence sportive, et j'ai une présidente à côté de moi qui sera sûrement un guide éventuellement. Alors donc, un modèle indépendant, pourquoi? Pour que l'organisme puisse soit légitimé d'interpeller le milieu privé pour qu'il puisse nous soutenir au plan financier dans ce projet de services mutualisés aussi pour enrichir le programme de bourse. Et là, je vais interpeller bientôt M. Geng. Alors, pourquoi une structure indépendante en soutien aux artistes? Bien, ça, on le mentionne, hein, c'est que les artistes professionnels, évidemment, ont besoin du soutien de la ville, mais par la réglementation que nous avons en ce moment, on ne peut le faire que par le programme de bourse. Ce que l'on souhaite, c'est pouvoir offrir aussi des services professionnels, un peu comme on l'offre aux sportifs, c'est-à-dire du soutien au niveau des communications, du soutien au niveau de la gestion de carrière, de l'aide à la tournée. Il y a vraiment toutes sortes de services professionnels que l'organisme pourrait offrir. Et dans ce cas ici, c'est-à-dire de pouvoir créer, développer en toute légitimité, comme je disais tout à l'heure, un fonds de dotation destiné au soutien des arts et de la culture, mais par l'entremise d'un organisme qui serait légitime de le faire. Et en sollicitant le milieu privé, institutionnel et gouvernemental, on stimule l'entrepreneuriat. Donc, on veut créer des jumelages entre le milieu privé des affaires et les artistes pour que eux-mêmes, ils soient en pleine possession de leurs moyens parce que ce sont aussi des entrepreneurs, les artistes professionnels. Et enfin, nous en avons déjà parlé dans le passé par les conseils précédents, mais par celui-ci aussi, c'est-à-dire comment imaginer établir des ateliers artistes-résidences d'artistes, oui, au centre-ville, mais partout sur le territoire aussi, afin de dynamiser le développement là, touristique et offrir une offre bonifiée des activités culturelles. Maintenant, je laisserai la parole à M. Paul Geng pour qui pourrait témoigner en tant que président du comité aviseur comment il a vécu cette expérience d'expertise et en quoi il croit que cette vision-là, elle est pertinente pour la ville de Sherbrooke et ses artistes. À vous, M. Geng. Merci, Madame Lépine. Bien, on le sait, dans la politique culturelle de la ville de Sherbrooke, on faisait souvent mention de la rétention des artistes, des artisans à la ville de Sherbrooke. On voulait les encourager, on voulait qu'ils demeurent dans le secteur et qu'ils restent avec nous. Et l'idée derrière tout ça, c'était avec le comité aviseur dont j'ai eu la chance de présider, euh, c'était de ramener ce programme-là qui avait été absent de la ville de Sherbrooke pendant 10 ans environ. Donc, de le ramener et, comme Mme Lépine le disait, d'imaginer une structure complètement indépendante pour que celle-ci puisse voler de ses propres ailes et que les artistes sentent vraiment un soutien chez eux. En tant qu'artiste, moi, à l'époque, je n'ai pas eu la chance de sentir ce soutien-là dans ma propre ville. Et puis, déjà à la première remise de bourse en 2021, au montant de 75 000 les artistes, c'était vraiment, ça en a encouragé plusieurs. Maintenant, c'est un montant de 75 000 c'est un départ et c'est tout le service euh, de la culture qui s'est occupé de ça. Ça prend du temps, ça prend c'est toute une machine, là. Alors, l'idée aussi, c'est de dégager la division de la culture
de ce mandat-là et d'y aller avec un organisme un peu comme Excellence sportive, qui soit complètement indépendant et qui vole de ses propres ailes. Merci. Monsieur Jang, partez pas trop loin. Ça se peut qu'on vous réinterpelle là, dans la cour de la présentation qui n'est pas terminée encore. On vous garde proche. Pardonnez-moi, ce n'est pas la bonne, c'est pas la bonne fiche. Pendant que vous cherchez la bonne diapositive, le bon fichier, si je ne me trompe pas, c'est professionnel et en émergence. C'est pas que pour les professionnels. Dans le fond, là, l'organisme qu'on veut mettre en place. Et si je peux faire un parallèle justement avec Excellence sportive Sherbrooke, ils ont été les premiers à mettre en place ce genre d'organisme-là à l'époque et sont vraiment reconnus à travers le Québec et ça le fait des petits à travers le Québec. Ils sont rendus avec plusieurs excellences sportives, maintenant reconnus là, même par le gouvernement et ont du soutien gouvernemental et tout. Donc, c'est une démarche. Puis après ça, ça peut apporter que du bon là, pour le milieu culturel. Merci, Madame Robichaud. Merci, Madame Robichaud. Merci, Madame Robichaud. Alors, on ne se laisse pas abattre par les ennuis techniques. Nous poursuivons donc la présentation. Merci, Monsieur Jang, pour votre présentation. Là, ça complète vraiment la vision aussi des élus aussi qui siégeaient là, sur le comité aviseur. Dans les prochaines étapes, c'est-à-dire ce qui a déjà été fait, eh bien, dans les phases qui ont été présentées, les réalisations réalisées en 2021, l'approbation de la démarche a été faite par le conseil municipal en accordant un budget de 95 000 donc, M. Jang l'a bien mentionné, 75 000 pour le programme de bourse et 25 000 pour la suite de la démarche. Le comité aviseur a travaillé. Il y a eu 4 rencontres très, très, très enrichissantes et très intenses, on peut le dire comme ça. Le comité aviseur, spécifions-le, était composé d'experts externes, d'artistes et le représentant, évidemment, du comité de la culture. Il y a une réalisation d'un état des lieux qui a été fait également parce que nous devions répertorier, cartographier ce qui se faisait déjà comme organisme semblable peut-être sur le territoire et aussi au niveau du programme de bourse. Et finalement, une réalisation, une consultation, un atelier de travail a été fait, une consultation publique avec le milieu culturel. 50 participants étaient au rendez-vous pour qu'ils puissent exprimer, surtout pour le programme de bourse, les attentes envers la ville. Et finalement, il y a eu la relance du programme de bourse. Les échéanciers, donc dans les prochaines actions. Donc, cet automne 2022, nous avons l'aval des services juridiques dont on doit pouvoir démarrer et nous allons donc imaginer quelle serait la forme de cette structure avec une évaluation budgétaire. Et à l'hiver 2023, on présenterait au comité exécutif le modèle d'affaires. Nous allons évidemment recourir à des expertises avec Entreprendre Sherbrooke, par exemple, avec des personnes qui vont nous aider à pouvoir imaginer ce modèle d'affaires qu'est la structure. Au printemps 2023, toujours avec l'accord du conseil municipal ou du comité exécutif, un atelier public sera fait à nouveau avec le milieu culturel pour bien cibler les besoins de la structure et finalement, nous serons accompagnés par une firme là, pour pouvoir élaborer là, cet atelier. Et à l'été 2023, à la lumière de l'atelier public, nous allons donc finaliser le développement de la constitution de la structure de l'organisme. On parlait d'une gouvernance indépendante. Donc, gouvernance indépendante dit règlements généraux, missions, valeurs, constituer là, aussi là, tout l'environnement opérationnel avec une ressource. Et donc, à l'été 2023, lorsque la structure sera bien définie avec son budget prévisionnel, une recommandation, nous irons chercher une recommandation auprès du conseil municipal et aussi aller chercher l'approbation de pouvoir déposer une demande additionnelle là, pour pouvoir mettre en opération cet organisme. Et enfin, nous procéderons à l'embauche d'une personne ressource à l'automne 2023.
Alors voilà donc les prochaines actions là, qui sont planifiées. Évidemment, membres de la commission, n'hésitez pas à m'interrompre là, si vous avez des questions. Je vous en prie, là, n'hésitez pas. C'est bon, parfait. Je poursuis. Je vous reviens. Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas? Ah, OK, c'est beau, la barre d'état fonctionne. Merci. On poursuit maintenant avec le cadre financier budgétaire, le cadre budgétaire du projet. Donc, on l'a spécifié tout à l'heure, le Conseil a attribué un montant de 95 000 d'une façon récurrente. On le voit bien dans le tableau ici, 75 000 est attribué aux bourses. Et pour le soutien pour la structure, pour la mise en place de la structure, on le voit dans le tableau à droite. Donc, l'accompagnement par une firme externe qui est spécialisée dans ce type de mise en place de structure, un financement pour l'atelier public et finalement la mise en place d'une structure et une ressource humaine. Parce que si nous avons l'aval du conseil de ville et qu'on peut débuter à l'automne, donc il y aura peut-être une ressource qui pourrait être mise en place et il faut prévoir là, un financement pour qu'on puisse démarrer donc les opérations de la structure. Oui, oui, je vous écoute. Je vais aller, Paul. Oui, merci. Anne-Jannick, je voulais juste rajouter, là, pour le bien de tout le monde, l'atelier public, là, ça a été une séance extraordinaire où on a eu, écoutez, là, Mme Lépine, il y a eu peut-être une soixantaine de personnes, si je ne me trompe pas. On disait une cinquantaine de personnes, mais vous avez raison, M. Jean, parce que vous savez, il y a des personnes qui sont, on est 60 au début, certains quittent, d'autres arrivent, mais en moyenne, là, on a touché le 60 personnes, absolument. Et on s'est divisé en ateliers, il y avait plusieurs artistes, là, et c'était vraiment le pouls des artistes de tous azimuts là, qu'on voulait aller chercher. Et ça a été une belle réussite, cet atelier-là. Alors, je suis content de savoir que ça va revenir pour 2023, Mme Lépine. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Geng. Puis vraiment, on peut le dire, M. Geng et le Comité de la culture ont été d'un appui incroyable dans la mise en œuvre là, des 2 phases et juste l'implantation d'un programme de bourse en une année. Ça a été une très belle expérience. Mais on avait l'appui des élus, on avait l'appui du Comité de la culture et M. Geng là, était il était vraiment là, notre fer de lance. Il était devant nous, il était convaincu de ce projet et c'est c'est très touchant aussi de voir qu'il est toujours aussi à nos côtés avec Madame la Présidente là, pour les projets de la culture. Justement, M. Geng mentionnait que le groupe, cet atelier public qui a eu lieu en 21, a manifesté, s'est exprimé sur plusieurs points, mais en conclusion de la présentation, voici quelques énoncés qui ont été sortis. Et évidemment, la source est de Niska, c'était la firme qui nous accompagnait. Et le milieu culturel, entre autres, a mentionné la ville se distinguera car peu de municipalités offrent un programme de bourse et de soutien à ces artistes. Bravo. Il était mentionné aussi, le milieu culturel a été fortement éprouvé par la pandémie, mais il se relèvera plus fort et la Ville devient un véritable partenaire avec ce projet. Puis on appuie le mot partenaire parce que c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas qu'un subventionneur, c'est un partenaire à tous instants. Et merci de ne pas oublier la relève artistique. L'ancien programme de bourse, on parle de celui de 2007-2011, a été extraordinaire et aujourd'hui, certains s'illustrent à l'international. Donc, et ça, M. Jang aussi a été très, très aidant dans le programme de bourse qui est en cours en ce moment, de ne pas oublier la pratique, évidemment, la pratique émergente. Et celle-ci devient évidemment les artistes de demain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, certains s'illustrent à l'international. Alors, donc, ce sont des commentaires, quelques commentaires qui ont été soulevés lors de la consultation. Et alors, voilà, ça conclut la présentation donc sur les
percer sur les perspectives là, de l'installation de cette future structure. Je tiens à préciser, je vais répondre à vos questions, que dans les prochaines étapes, nous allons interpeller le conseil de ville et le comité exécutif pour le mettre évidemment au fait de l'avancement des travaux, mais surtout lorsque nous aurons un modèle potentiel de structure. Là, en ce moment, nous avons l'aval de faire la démarche et on reviendra auprès des élus pour leur démontrer quels sont les résultats des travaux d'un modèle potentiel. Mais évidemment, c'est le conseil de ville là, qui approuvera le modèle qui sera soumis. Alors voilà pour ma présentation, puis je laisse la parole aux élus et à M. Geng. Madame Boileau? Merci, Madame la Présidente. Donc là, avec votre dernière phrase, je comprends que ma question ne pourra pas être répondue là, tout de suite, ma première du moins. Je me demandais comment on allait rattacher l'organisme avec la ville, puis avec la commission, puis je me demandais si c'était pas un intermédiaire de plus, parce que durant la présentation, ce qu'on disait, c'est qu'en ce moment, c'est le SSCVC qui accompagne les artistes, qui leur répond, tout ça. Fait que là, l'organisme, quand il va avoir des questions, il va faire quoi? Il va aller vers le SSCVC, puis il va aller poser ses questions. Est-ce que c'est un téléphone arabe? C'est tellement une bonne question et c'est ce qu'on veut éviter. C'est que le SCVC, la Division de la culture, il y a des services qu'il ne peut pas offrir. Et c'est dans cette zone-là qu'on va travailler. On ne peut pas offrir des services professionnels à un coût raisonnable. On ne peut pas réunir des experts dans un même lieu et faire appel, parce que pour offrir des services spécialisés professionnels, le SCVC ne peut pas le faire, mais il y a des partenaires qui le font déjà, comme le Conseil de la culture de l'Estrie, par exemple, son pôle culturel. Alors, quand on parlait de partenaires, on interpellera des partenaires qui offrent ce type de service et à ce moment-là, l'organisme va travailler avec ce partenaire et le point de chute sera l'organisme qui sera identifié par la ville. Parce que le Conseil de la culture, il ne faut pas l'oublier, son pôle est régional. Et nous, on veut vraiment l'offrir, évidemment, là, au niveau municipal. Mais nous allons, l'organisme, je répète, il va dans une zone où la ville ne peut pas aller. Alors, puis on offre des services à ce moment-là incomplets en ce moment et on veut vraiment compléter l'offre de services aux artistes professionnels. Je me demandais aussi sur cet organisme-là, est-ce qu'il y a un élu qui va siéger? Parce que dans le fond, les commissions étaient là pour empêcher les élus d'avoir à siéger sur plein de comités, là. Fait que je me demandais, c'était quoi la vision? C'est une question qui pourrait être aussi, je vous dirais, discutée aussi avec le comité exécutif et les élus, parce qu'idéalement, un élu pourrait siéger. Mais est-ce que c'est à certaines parties des rencontres? Parce que peut-être qu'il n'est pas obligé de siéger à tous les points de l'ordre du jour qui vont être plus opérationnels, mais absolument que la ville sera représentée. De quelle façon elle sera, mais elle sera représentée parce que cet organisme sera issu, évidemment, là, d'une volonté là, du SCVC là, de le mettre en place. Mais c'est important qu'un élu soit présent, mais on va tout faire pour qu'il ne soit pas, que son temps soit vraiment là, optimisé le plus possible, puis sa contribution aussi. OK. Puis j'ai vu aussi pour la contribution financière de l'organisme, là, qu'est-ce que ça prendrait au niveau financier? Bon, le 75 000 était déjà là d'emblée. Fait que pour le reste, il n'y a pas vraiment. 75 000, pardon, est octroyé pour le programme de bourse. Il reste un 25 000 qui est octroyé pour l'organisme d'une façon pérenne et nous allons évaluer. C'est avec une firme que nous allons travailler à savoir quel serait le budget d'opération de cet organisme. Et il faut bien dire que cet aspect-là a été bien démontré au conseil précédent. Puis au conseil actuel, on va le mettre au fait. Et quand ils nous ont donné l'aval d'aller de l'avant, c'est qu'ils étaient éclairés aussi qu'il y a un budget pérenne aussi qui suivrait pour soutenir les artistes. Mais par contre, il ne faut pas oublier que les revenus de cet organisme aussi reposent sur un leadership partagé, comme on le dit au départ. Donc, le milieu privé, institutionnel et gouvernemental sont aussi partie prenante dans le montage financier. Je laisserai peut-être ma collègue. Je pousserais sur cette question-là parce qu'on veut un peu, tu sais, pas copier, mais tu sais, s'inspirer en fait du modèle d'excellence sportive. Fait que, est-ce qu'on a une idée combien, tu sais, c'est quoi l'investissement de la ville dans l'excellence sportive? Tu sais, au début, surtout en démarrage, qu'est-ce que ça pouvait représenter? Pour nous donner une idée déjà de. Je vais laisser Madame la Présidente répondre à la question. Bien, en fait, là, présentement, la ville supporte à hauteur de 200 000 excellences sportives par année pour le rôle à la mission.
Et puis le reste, parce que Excellence sportive a un budget de presque 700 000, le reste vient de partenaires, vient du gouvernement, vient des campagnes quand ils font leur tournoi de golf. Fait qu'eux vont se chercher d'autres moyens de financement parce que le 200 000 ne couvrirait pas les frais pour la mission, là, parce qu'il y a quand même 5 employés là-bas. Puis, je vais prendre le flambeau, puis je vais répondre aussi en même temps à ma collègue parce que je m'étais fait une petite note avec quand on dit qu'on veut faire le lien avec Excellence sportive. Tu sais, par rapport aux athlètes, Excellence sportive va donner des formations en alimentation, des suivis physiques, psychologiques et tout. Donc, la ville ne ferait pas ça tout ce rôle de formation-là et d'accompagnement, d'aide financière aux athlètes le mot m'échappe, voyons donc, qui doivent se qualifier, excusez, à une compétition, puis n'ont pas les sous, bien, Excellence sportive va les aider par le campagne de financement à payer ça. Donc, c'est toutes des choses que la ville ne ferait pas. Mais ça fait que quand on dit que nos artistes vont à l'international, ben c'est nos Olympiens. C'est l'équivalent, il faut voir ça comme un équivalent, là. Un jour, quand il y aura des Grammys, des Oscars et des choses comme ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment un organisme externe. Et puis, je veux juste... Ah, c'est ça. Puis quand on parlait de le comité je me demandais s'il était pour avoir un comité de mise en place. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'il y a un comité de mise en place à même titre, dans le fond, qu'il y a eu le comité aviseur? Donc, ça serait intéressant, tu sais, que là, il peut y avoir des artistes, un élu, tout, tu sais, pour la mise en place, un peu comme on fait pour le comité pour la politique du sport. Tu sais, c'est un comité éphémère, tu sais, Ah dans le oui, tout temps, à fait. temporaire. Et puis, ça permet de donner une voix aussi Absolument. de notre D'ailleurs, point c'est de vue. prévu hein, on va rétablir un comité aviseur. J'ai oublié de le souligner dans la présentation, c'était écrit, mais je ne l'ai pas souligné. Mais vous avez raison, Madame la Présidente, de l'amener. Mais nous devons rétablir un comité aviseur sur lequel siège un élu, des experts, des artistes, pour pouvoir cette fois-ci, là, que le comité aviseur se concentre cette fois-ci sur la phase 2 du projet, qui est la mise en place de la structure. OK. Oui. Puis le Conseil de la culture de l'Estrie se retrouve où dans cette mise en place de cet organisme-là? Tu sais, est-ce que ça l'aurait pu être? Je dis ça comme ça, mais sont-ils à un trop haut niveau? Ils ne pourraient pas prendre le mandat de ça? Tu sais, il faut vraiment. Ça a été discuté avec le Conseil de la culture, puis il faut savoir que cette instance, elle a déjà un mandat qui lui est donné par le gouvernement du Québec. Et ce n'est pas ce type de mandat-là qui lui est donné. Oui, il donne la formation continue à l'ensemble des artistes régionaux ou aussi municipaux, mais il est beaucoup moins précis. Par contre, son expertise est là et nous ferons appel à eux. On s'est posé la question, est-ce que au lieu de partir un autre organisme, est-ce que le Conseil de la culture ne pourrait pas le faire? Il le ferait, mais d'une façon incomplète. Et par contre, en contrepartie, on se dit que notre organisme, vous savez, il y a d'autres organismes similaires au Québec dans lesquels on parle. On pense au Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts de Québec, Vaudreuil-Dorion en a un aussi. Il est plus au niveau régional, mais il est très près de la municipalité. Donc, la structure dont on parle, ce n'est pas une entité inconnue. Il y a des modèles existants dont on va s'inspirer. Et le Conseil de la culture a levé la main et il a dit, écoutez, nous voulons être partenaires parce que notre pôle culturel aussi va être enrichi. Donc, on va s'enrichir mutuellement, mais le mot-clé à retenir, c'est que ce n'est pas un dédoublement. Et ça, dans le sommaire décisionnel qui avait été présenté aux élus pour faire adopter cette démarche, c'était très, très important de dire aux élus, ce n'est pas un dédoublement, mais une complémentarité nécessaire. OK. Puis, dernière question pour l'instant. Quand on mentionne on embauche une ressource, dans le fond, c'est qu'on vient un peu s'ingérer dans la gouvernance parce que là, dans le fond, je comprends que le comité aviseur peut voir à recruter des gens pour être sur le nouvel organisme. Ça va être un conseil d'administration et c'est au conseil d'administration d'engager la ressource et non au conseil municipal. Donc, par défaut, c'est pas au conseil municipal d'engager la ressource. En principe, c'est le modèle qu'on va adopter. Mais évidemment, on va être conseillé. Là, donc, sous toute réserve, nous sommes dans la même lignée que ce que vous mentionnez comme modèle, c'est-à-dire que c'est un conseil, c'est un conseil d'administration qui engagerait la ressource.
nous, on voit une ressource qui est connue du milieu, qui a toute sa pertinence. Tu sais, c'est quelqu'un de Sherbrooke qui connaît bien le fonctionnement. Il serait sous la responsabilité du conseil d'administration, mais évidemment, la ville de Sherbrooke, par son extension, évidemment, aurait des mandats. Tu sais, ça deviendrait vraiment un organisme mandataire. Alors donc, on a des cibles à atteindre et des objectifs via cette direction générale qui viendra au monde, évidemment. Parfait. Madame Boileau? Bonnie, je pense qu'elle n'avait pas fini, mais après ça, j'aurais quelque chose, moi aussi. Allez-y. C'est parce que, tu sais, par rapport à l'embauche, justement, là, on a comme un 10 000 de réservé. Puis, en fait, c'est peut-être là qui serait intéressant de voir un peu, tu sais, qu'est-ce qui a coûté avec Excellence Sportive pour la mise en place. Parce que, tu sais, je me dis, là, si on a un 10 000 c'est sûr que ça ne sera pas suffisant. Est-ce que c'est la ville qui va, tu sais, payer le salaire annuel de cette personne-là? Après ça, les gens qui vont s'ajouter. En tout cas, tu sais, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se structurer, puis à quel moment que ça va revenir à la commission. Euh, Est-ce qu'on a tu sais, à l'hiver, tu sais, on parlait de 2023. Puis j'ai hâte de voir aussi quel impact ça aura sur l'emploi parce que, tu sais, le document que vous avez partagé pour la préparation à la rencontre, tu sais, ça montrait vraiment que c'est ça, le pourcentage d'emploi dans le milieu de la culture à Sherbrooke est vraiment faible. Fait que j'ai hâte de voir comment, puis tu sais, sans avoir en ce moment un lieu de diffusion, fait que tu sais, comment que ça va venir. Ce sont des interrogations extrêmement pertinentes dont on n'a pas toutes les réponses maintenant, mais je vous dirais que ces questions, elles sont dans la préparation. Lorsque nous allons rencontrer la firme ou l'organisation qui va nous accompagner pour mettre en place la structure, ce sont des questions qui sont déjà là, vraiment là, inscrites dans notre préparation. Et au fur et à mesure, vraiment qu'on va récolter de l'information et qu'elle sera analysée, nous la présenterons aux élus pour qu'ils soient participatifs à notre réflexion. Et on fait référence à Excellence sportive, mais c'est un organisme qui a été fondé il y a plus d'une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc, dans un contexte X, Y, Z complètement différent de ce qu'on fait nous en ce moment, mais il y a des modèles, il y a vraiment des alignements gagnants auxquels on veut s'inscrire. Et vous parlez de financement, puis on comprend la sensibilité du financement. Et c'est là que le leadership partagé vient jouer son rôle. C'est pas un mot magique, ça se fait pas d'une façon instantanée, mais c'est une volonté de la ville et on a des partenaires qui lèvent la main présentement. Alors donc, on pourra être plus précis dans nos réponses là, très prochainement. J'avais une petite question à moi que Mme Belle-Rose n'ait pas fini. OK. En fait, je voulais juste souligner que, tu sais, une fois la mise en place de l'organisme, il va vraiment falloir penser à comment on le publicise pour rejoindre le plus possible les artistes. Là. Je pense que c'est quelque Et, chose d'important. Là. oui, vous avez raison, c'est vraiment c'est un enjeu qui est important et d'où la consultation publique, dont l'atelier public qui se fera avec le milieu culturel et partenaire. Il y a déjà, ça s'est fait en 21, puis M. Geng était présent, fait que déjà le milieu est en attente, là, est en attente de voir comment ça se concrétise. Et la prochaine qui aura lieu avec l'approbation du conseil, bien, ça va lever effectivement, ça va donner une lumière sur ce projet. Et évidemment, ça va soulever des attentes, mais pour soulever des attentes, ça représente aussi des besoins identifiés et ça fera partie de la réflexion. Puis il y a déjà quand même un réseau avec le Conseil de la culture. Tu sais, beaucoup d'artistes sont membres du Conseil de la culture de l'Estrie. Au KGB, il y a aussi beaucoup d'artistes qui se trouvent. Fait que je pense qu'il y a déjà un réseau fort à la culture, mais effectivement, il faut aller chercher les autres. Mais c'est déjà une bonne base. Je ne pense pas qu'on va partir de zéro. D'autres questions? D'autres commentaires? Vous aviez une grande liste? Parce que, en fait, mais c'est comme des questions plus de fond, là, parce que j'essaie beaucoup de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, à Sherbrooke, euh, on n'avait pas beaucoup investi dans le côté culturel. Tu sais, on voit, ben, tu sais, dans le tableau que vous avez envoyé, là, un gros déclin en 2008, je pense, puis après ça, en 2013, là, tu sais, des tendances négatives là, sur les emplois en culture, tout ça. Puis je me demandais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui faisait en sorte que c'est ça, Sherbrooke, on se soit pas impliqué plus, tu sais. C'est une question où la réponse, elle est
elle se déclinerait en plusieurs chapitres, je vous dirais. Je peux pas vous répondre maintenant, parce qu'en 2008, on était tous dans d'autres sphères. Mais ce qu'il faut savoir, moi, j'ai toujours. C'est sûr que le milieu de la culture en général, si on s'élève ou même au niveau national, c'est pas l'enveloppe la plus, en termes de pourcentage, là, c'est une enveloppe qui est maintenant en croissance, mais qui a connu une déclinaison grave, mais on parle au plan national. Ici, l'enveloppe au plan national n'est pas aussi importante, mais imaginez là, quand on arrive au plan régional et municipal. Cela dit, on prend, il y a un tournant, il y a un vent favorable là, qui tourne parce que les organisations, les artistes se mobilisent et puis il y a une volonté qui est commune dans tous les paliers pour pouvoir vraiment mettre l'épaule à la roue et créer des structures. Je fais attention au mot structure parce que ce n'est pas toujours des choses complexes, mais des initiatives. Je vais dire ça comme ça. C'est qu'il y a plusieurs initiatives gouvernementales qui déclinent au niveau municipal. On prend par exemple la formation continue aux artistes professionnels. Je me rappelle quand je suis arrivée en 2003 au Conseil de la culture, ben, on mettait ça en place. J'avais une équipe et ça a pris une émergence extraordinaire. Et quand des artistes sont formés, qui n'ont pas à quitter la région pour se former au plan professionnel, mais ça devient aussi des partenaires, ça devient aussi des ressources extraordinaires pour mettre en place des structures plus pérennes. Et là, mais c'est une grande question que vous posez là, dont je n'ai pas toutes les réponses, mais ce qu'on remarque par contre, c'est qu'il y a un tournant favorable parce que nos artistes peuvent rester chez nous, se former chez nous, devenir des entrepreneurs d'ici et rayonner à l'international. Et là, on a plusieurs exemples qui se font. Et le programme de bourse que la Ville a ramené en 2021 est un miroir extraordinaire, est une vitrine extraordinaire de ce qu'on démontre en ce moment, c'est-à-dire des artistes de chez nous. On reconnaît leur nom, on reconnaît leurs œuvres, puis ils apparaissent à l'international aussi. Alors donc, il y a vraiment un mouvement qui se fait depuis plusieurs années, mais c'est beaucoup plus apparent là, présentement. Ben, tant mieux. Parce que c'est ça, je lisais encore que Sherbrooke était bonne dernière là, dans l'emploi. Puis là, je me disais, ben, dans l'emploi, dans le milieu culturel. Puis là, c'est ça, je me disais, comment ça qu'on est dernier, alors qu'on a, c'est ça, des fois, on a des cursus scolaires qui commencent à partir de quasiment de la garderie. On a quand même des vocations, en tout cas. Puis je me disais que c'est ça, je me demandais c'est qui restait à convaincre, qu'il fallait investir dans le milieu culturel. Et je vous dirais, surveillez les chiffres de 2021-22. Vous allez voir, là, la courbe monte. Alors, donc, c'est vrai, on se rattache au chiffre de 18-19, là, puis c'était juste avant la pandémie, mais il y a eu tellement, puis je vais laisser la parole à M. Jeng ensuite, mais il y a eu tellement d'initiatives en 17, 18, 19 qu'on va voir les effets, là, surveiller les chiffres, on va être agréablement surpris. On n'est pas, on sera peut-être pas premier, mais on monte. On est vraiment dans une pente croissante. Vas-y, Paul, je vais y aller après. Merci. C'est une bonne question, Joanie. Il faut se rappeler, je vais faire un petit parallèle, que la Ville avait peut-être aussi laissé tomber le côté environnement à la Ville de Sherbrooke. Le bureau de l'environnement a été créé, si je ne m'abuse, en 2019. C'est très récent, là. Alors, il y a eu aussi une période à blanc du côté de l'environnement. Puis, il y a peut-être une période aussi, là, qu'on parle d'une dizaine d'années, où il n'y avait plus le programme de soutien aux artistes. C'est sous l'ère du maire Sévigny que le programme a été aboli. Alors, je dis souvent en farce, mais c'est vrai, ça prend un artiste sur tous les conseils municipaux de nos villes de Sherbrooke, de nos villes, point. Comme ça prend du monde de tous les milieux sur un conseil municipal. C'est un gouvernement de proximité. Et moi, j'avais vécu l'autre côté de la médaille. Donc, c'est pour ça qu'en 2018, on avait eu une rencontre avec M. Jean-Yves Larougerie, M. Yves Masson, qui est le prédécesseur de Mme Lépine, et Mme L'Espérance, qui était présidente à l'époque de l'ancien programme de bourse. Et moi, c'était mon souhait là, de ramener ça pour donner une aide concrète aux artistes pour soit débuter un projet,
ou soit le terminer un projet. Alors, c'est dans ce sens-là, là, et comme Mme Lépine l'a dit, il y a vraiment il y a un souffle, là. Il y a un souffle dans nos voiles. Alors, il faut le prendre, ce souffle-là, puis mener le bateau le plus loin possible. Moi, je voudrais m'assurer, là, puis c'est pour ça que je suis revenu aussi. Il y a le comité aviseur qui est important, mais il y a aussi la consultation auprès des artistes du milieu, proprement dit. Et on va rajouter quelque chose parce qu'on parle du KJB, on parle des... Il y a toutes sortes de structures au niveau des artistes à Sherbrooke, mais il y a les artistes indépendants aussi. Et les artistes indépendants sont représentés dans cette soirée de consultation-là. Et c'est important. Moi, je souhaite beaucoup que les artistes indépendants soient inclus dans ça. Et ça a été le cas pour la remise des bourses. Merci. Merci, M. Gênes. Bien, dans le fond, j'allais juste ajouter à votre question que ça dépend tout le temps des priorités politiques. Tu sais, je pense que ça revient un peu à ce que Paul a dit. Je me demandais, dans le fond, la prochaine étape, parce qu'on les a vus tantôt, puis là, ça m'a échappé, mais est-ce que vous allez nous revenir, mettons, bientôt avec un genre de gabarit de composition du comité qu'on pourra adopter? Parce qu'on disait, oui, on veut des élus. Oui, ça pourrait être intéressant, évidemment, que le Conseil de la culture de l'Estrie soit là. Oui, qu'il y ait des gens représentatifs du milieu. Oui, donc, est-ce que vous allez nous... Puis, tu sais, je ne veux pas le créer là parce que c'est sûr que j'en oublierais, mais, tu sais, vous êtes plus... Oui, absolument. Donc, jusqu'en décembre, là, nous procédons donc on remet sur la place, là, on va consulter, on va identifier une firme qui peut nous aider, évidemment, une firme qui est le plus près de la municipalité, et à réanalyser là, cette structure, comment on la veut, qu'est-ce qu'il y en est, on entend vos commentaires. Moi, je reçois très bien ce que vous dites. Et c'est à l'hiver. C'est à l'hiver 2023 qu'on vous reviendrait avec un projet pro forma. Un projet là, de structure, un modèle qui pourrait convenir. Et là, à ce moment-là, bien, on va revenir à la commission et à ce moment-là, la commission pourra nous éclairer là, sur les améliorations à apporter, les bons coups, les failles, et puis par la suite, jusqu'à l'été 2023, cette proposition-là va évoluer en tenant compte là, des propositions que la commission amènera. Il est fort possible que nous ayons des invités parce qu'on va inviter aussi des experts en structure organisationnelle pour appuyer ou pour et répondre à vos questions pour qu'on puisse être très bien aligné dans ce projet qui est très évolutif, mais qui trouvera quand même sa finalité là, au niveau de sa forme, je vous dirais, là, à l'été 2023. Mais vraiment, cet hiver, vous allez avoir les premiers alignements. Les premiers alignements vont se dessiner, vont se prononcer. Parfait, merci. Avez-vous d'autres questions? D'autres commentaires? Catherine? Non? Parfait. Bien, merci. On a un petit brin d'avance. Je ne sais pas si M. Proulx est arrivé de l'autre côté parce que c'est notre prochain invité. Mais entre-temps, est-ce que... Juste une petite seconde. Merci beaucoup de m'avoir invité, Madame la Présidente. Merci, Madame Boileau, Madame Belle-Rose, Madame Lépine. Merci, Paul. On est en train de t'oublier, mais tu es en ligne. Très Merci à tous. Je suis contente que tu sois venu. Merci à tous. Au revoir. Bye. Merci à vous. Oui, je peux vous faire une proposition, Madame la Présidente, c'est que le 5.1.2, c'est-à-dire que le 5.1.3, retour sur la rencontre du milieu culturel, je pourrais vous amener quelques éléments d'information, puis à ce moment-là, on va arriver peut-être juste à point là, pour recevoir notre prochain invité. Parfait. Fait que Mme Malo ne le fera pas nécessairement, mais ça va être vous qui En fait, Mme Malo n'était pas une invitée dans l'ordre du jour. Là, Ah. C'était une petite erreur. OK, parfait. Ben, allez-y alors. Alors voilà, donc je m'adresse aussi peut-être aux artistes, au milieu culturel là, qui visionneront cette rencontre de la commission. Mais le 28 septembre dernier, avec toutes les personnes autour de moi, tous les membres de la commission autour de moi, vous étiez le 28 septembre à la rencontre du milieu culturel. Une rencontre qui, règle générale, se fait aux 2 ans, c'est-à-dire la division de la culture invite tous les organismes admis à la
culture à une rencontre qui dure environ 2 heures. Et dans le passé, cette rencontre-là servait aussi à élire les membres d'un comité de la culture. Maintenant, nous étions dans une rencontre très transitoire. Donc, le 28, je vous dirais que plus de 50 personnes du milieu culturel étaient présentes. Vous étiez là, membre de la commission, et on vous en remercie vraiment. Et nous avons donc présenté à cette rencontre le bilan des réalisations de la division de la culture presque des 3 dernières années. Alors, j'en conviens, on va parler du contenu et du contenant. Au niveau, là, évidemment, de la forme que ça a pris, évidemment, en 2 heures, on avait beaucoup de matériel à présenter au milieu culturel et on avait aussi à démontrer que la commission arrivait dans le décor, quel était son fonctionnement, quelle était son utilité, qui sont ses représentants. Et je vous remercie, membres de la commission, vous étiez présents, puis Mme Robichaud et Mme la mairesse qui était présente, qui était une première dans cette assemblée biannuelle. Alors, Mme la mairesse et Mme Robichaud ont très bien expliqué comment fonctionne la commission et quel est son rôle aussi auprès là, du milieu de la culture dans la constitution, la constitution qu'elle est présentement. Alors donc, et le milieu culturel, évidemment, a accueilli ces informations et a sans doute aussi posé des questions à la fin de la soirée. Mais c'était très apprécié là, de pouvoir comprendre par Mme la mairesse et par Mme Robichaud là, comment fonctionnait cette instance. Aussi, évidemment, 3 ans de rattrapage. Donc, nous avons présenté, oui, les constats des actions de la vie culturelle, mais aussi de la bibliothèque. Et la bibliothèque prend un élan, un essor extraordinaire, là, et s'est beaucoup révélé pendant la pandémie. Et on peut se demander, mais en quoi le milieu culturel, les organismes sont-ils concernés même par les activités de la bibliothèque? Mais on rappelle à nos organismes qui sont des acteurs importants parce qu'ils peuvent être les conférenciers, les animateurs, ils peuvent fournir aussi vraiment des ressources, puis fournir aussi toutes des références importantes là, dans les activités qui sont menées par la bibliothèque. On a remarqué, évidemment, comme c'est une rencontre transitoire, c'est une rencontre donc, qui devient annuelle, donc parce qu'il n'y a plus d'élections nécessaires. Une rencontre annuelle, par contre, qui sera totalement différente en 2023 de par sa forme. C'est-à-dire que nous allons inviter évidemment nos organismes admis, nos partenaires, mais ils seront beaucoup plus participatifs, beaucoup plus impliqués. Nous allons aussi être à l'écoute des points qui sont sensibles, qui souhaitent que soit abordés. Autrement dit, nous allons délaisser le modèle qui était plus pertinent dans le passé et transiter vers un modèle là, qui sera beaucoup plus actuel. Et nous avons reçu des commentaires du milieu culturel à cet effet. Nous les avons entendus et on savait très bien que cette transition-là là, était à faire. Mais soyez assurés que la rencontre annuelle qui se poursuivra donc probablement à l'automne 2023 sera un modèle là, qui sera beaucoup plus impliqué et participatif. Mais cela dit, Mme Robichaud, je vais vous laisser la parole et aux membres de la commission, peut-être pour vous exprimer comment vous avez reçu cette première rencontre là, avec le milieu culturel. Je vais laisser la parole à Mme Boileau. Elle m'a fait signe qu'elle voulait commenter. Et dans le fond, c'est avoir une période un peu plus longue pour qu'ils puissent se communiquer entre eux, mais j'avais aussi noté qu'ils voulaient avoir une espèce de calendrier entre eux, des événements, ou ça, vous l'avez noté, là? En fait, ils souhaitaient aussi que la rencontre devienne une plateforme Oui. d'information. On leur rappelait aussi qu'il existe un calendrier des événements. Et certains d'entre eux sont peut-être pas toujours au fait, mais c'est notre rôle là, de le rappeler. Mais vous avez raison, Mme Boileau, ils veulent que cette rencontre-là soit une plateforme qui donne une visibilité et qui mette en valeur le travail de nos organismes. Mais effectivement, c'était une belle soirée. C'était bien de retrouver les organismes. Il en manquait quand même quelques-uns, mais il y en avait quand même. La salle était bien pleine quand même. Mme Boileau, Mme Merci. Malrose. Oui, oui, c'était une belle soirée. J'étais contente de voir il y a autant de participants. C'est sûr que ben, tu sais, vous l'avez dit, là, la place de la ville dans la rencontre, tu sais, on a pris beaucoup de temps versus
Je pense que les gens, moi j'aurais beaucoup aimé ça, c'est ça, entendre les préoccupations, les besoins, savoir comment ça se passe sur le terrain, avoir un espace pour animer là, avec des échanges, des discussions, peut-être même cibler des thématiques précises pour, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être fait à l'année prochaine, là, mais dire, on va aborder telle thématique plus en profondeur. J'ai aussi senti que les gens, y avaient besoin d'un lieu d'échange, de réseautage. Puis, c'est ça, on a parlé de calendrier, de plateforme, mais je sais que, en fait, ce que j'ai entendu pendant, informellement là-bas, là, c'est que, ils ont besoin c'est ça, d'échanger des savoirs, des connaissances, des compétences. Fait que, je ne sais pas si c'est cette rencontre-là qui peut permettre ce lieu d'échange et de réseautage ou ça serait autre chose organisé différemment, mais je pense que c'est ça, c'est une bonne base, en fait, pour appuyer les actions qui s'en viendront par la suite. Merci, Mme Elrod. Ben, je rajouterai rien parce que c'était ce que j'ai remarqué aussi, puis que je m'en allais mentionner, le côté participatif de la part des organismes qui n'étaient peut-être pas là, puis qu'on avait pris beaucoup de place. Ceci étant dit, pas d'autres questions, pas d'autres commentaires? Non? Bien, merci. Puis effectivement, je pense que les gens ont beaucoup aussi là, apprécié cette rencontre-là. Donc, on va passer au point suivant à l'ordre du jour, qui est le 7.1.1 avec les Jeux du Québec. Mais je vais demander à M. Nicolas Vanasse s'il veut faire le petit mot d'introduction. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Jocelyn est bien présent? Oui, il est en train de OK. s'installer. Excellent. Bonjour Jocelyn, merci d'être là aujourd'hui. En fait, comme il est prévu là, au plan d'action de la Commission, il faut suivre un peu l'état d'avancement là, des Jeux du Québec. Les Jeux du Québec ont fêté leur première année d'existence là, un peu plus tôt cet été. Donc, on trouvait que c'était un moment judicieux pour faire un premier bilan un peu de l'an 1 de réalisation de ce grand projet-là qui va aboutir là, avec la présentation de la 58e finale des Jeux du Québec en mars 2024. Puis, Jocelyn, dans sa présentation, va nous présenter aussi le bilan, mais aussi un peu ce qui s'en vient, là, les prochaines étapes et les faits saillants là, au cours des prochains mois. Donc, après ça, il y aura une période de questions aussi là, aux besoins. Donc, voilà, merci Jocelyn d'être présent. Puis, ben, sur ce, je te céderai déjà la parole si tu es prêt. Ce sera pas très long, il est en train d'ouvrir sa présentation. Mais sinon, s'il y a une problématique, on l'a nous aussi, fait qu'on pourrait la partager si c'est plus simple pour vous. Là. Je rester ici. Il n'y a pas de problème. Josiane, est-ce que tu peux ouvrir le micro? Y est-tu ouvert son micro en pesant sur la base? La lumière bleue, elle allume-tu? C'est sûr que ça n'a pas l'air d'un bouton, ça a l'air plus d'une décoration. On voit mon écran actuellement. On voit votre écran est projeté sur l'écran géant, puis c'est enregistré dans la présentation. Parfait. Bon, vous m'entendez bien? Ah oui, c'est parfait, merci. Alors, je suis désolé de ce petit inconvénient. Alors, merci beaucoup de votre invitation. En fait, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter la première année des travaux du comité organisateur de la finale des Jeux du Québec.
En fait, moi, ça fait déjà 1 an, au début octobre, que je suis entré en poste. Alors, on va d'abord regarder au niveau des ressources humaines, de la façon qu'on a fonctionné. Le 18 août 1922, ça a été la création du comité organisateur de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. On a débuté le 18 août les travaux avec la constitution du conseil d'administration et du comité exécutif. Le conseil d'administration est principalement composé de nos partenaires, des représentants de nos partenaires institutionnels et 5 représentants de la communauté. Alors, donc, le conseil d'administration a été formé en août 2021. J'ai écrit 22, mais c'est bien 2021. En octobre 21, moi, je suis entré en poste pour commencer à regarder les dossiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un dossier qui est extrêmement volumineux. Les Jeux du Québec, c'est un événement majeur qui est en place depuis plus de 50 ans maintenant. Et moi, donc, j'ai regardé les différents dossiers de Sport Québec parce que l'organisation des sports du Québec est accordée par Sport Québec. En février 2022, on a commencé à constituer le comité de direction avec l'embauche de 3 directeurs généraux adjoints et de la directrice du financement. À l'automne 2022, on a embauché tout récemment la direction des ressources humaines et la graphiste qui travaille à temps plein maintenant avec nous pour préparer tous les documents des Jeux du Québec qui vont avoir lieu du 1er au 9 mars 2024. Et au cours des prochains mois, ce qui est à venir en termes de ressources humaines, on va embaucher une dizaine de coordonnateurs. On a les directeurs généraux adjoints des principaux secteurs comme les communications, la gestion par site, la programmation sportive et la programmation complémentaire. Et on va enregistrer maintenant on va engager maintenant 10 coordonnateurs de services comme l'alimentation, le transport, l'hébergement. Alors, ce sont de très gros secteurs à gérer. Donc, l'embauche va se faire graduellement. Il y en a en janvier, en février et en mars prochain. Donc, on aura nos coordonnateurs qui seront en place. Au niveau des faits saillants depuis le début des travaux, au printemps 2022, on a commencé à préparer, à recevoir tout le Québec. Je vais vous parler un peu des Jeux du Québec parce que c'est quand même un événement majeur. On parle de 4300 participants. Il y a 3300 athlètes de partout au Québec, de 19 régions. On parle de 800 accompagnateurs, entraîneurs et plus de 400 officiels qui vont se présenter à Sherbrooke pour un total d'environ 4300 participants. Et ça, c'est à part les 2500 à 3000 bénévoles qu'on aura besoin pour préparer et tenir les Jeux du Québec. Alors, dès l'entrée en poste des différents directeurs généraux adjoints et au développement des affaires, on a commencé à élaborer le plan stratégique. Le conseil d'administration avait déjà établi les grands objectifs des Jeux. Et par la suite, avec le comité de direction, là, il fallait présenter des plans qu'on doit déposer à Sport Québec, le plan de communication, le plan de financement, le plan de développement durable et le plan de recrutement des bénévoles. Alors, les premiers mois de travaux du comité de direction étaient essentiellement pour préparer ces différents plans qui ont été déposés au printemps et à l'été à Sport Québec. En juillet 2022, le comité de direction s'est présenté aux Jeux du Québec de Laval. Un des avantages qu'on avait, nous, le comité organisateur à Sherbrooke, c'est qu'il y a eu des retards dans les autres Jeux du Québec. Alors, on a la chance de participer à 3 Jeux du Québec, d'assister à 3 Jeux du Québec avant de tenir nos Jeux à nous ici à Sherbrooke. Alors, on s'est présenté à Laval en juillet dernier avec les autres directeurs généraux adjoints pour aller constater les sites de compétition, mais aussi participer à toutes les rencontres avec les chefs de mission, le comité organisateur là-bas. Donc, ça nous a donné un bon aperçu comment se préparer pour les journées pendant la tenue des Jeux. Un mois important, ça a été le mois d'août parce que là, on a présenté officiellement le logo des Jeux du Québec. Le partenaire majeur qui est la compagnie Kruger Produits et nos 2 présidents d'honneur qui sont Suzy Talbot de DIEX Recherche et Charles Custeau du groupe Custeau. Alors, on a à ce moment-là, au mois d'août, lancé notre campagne de financement. Le budget global des Jeux du Québec de Sherbrooke, c'est de 7,1 millions de dollars et le financement est assuré en grande partie par la Ville de Sherbrooke, par le gouvernement du Québec
Et nous, par les partenaires également en offre de services. Et nous, maintenant, le mandat qu'on a, c'est d'aller chercher 1,2 million dans le marché de Sherbrooke avec les différents partenaires pour finaliser, pour boucler le budget. Alors, évidemment, on se fie beaucoup, entre autres, avec nos présidents d'honneur qui vont nous donner un coup de main pour aller chercher le montant nécessaire. Puis quand on parle de 1,2 million, on parle d'environ 650 000 $ en argent et un peu plus de 600 000 $ en biens et services. Par la suite, dans les principaux faits saillants, en septembre dernier, le mois dernier, on a présenté notre mascotte. On n'a toujours pas de nom parce que là, on a lancé un concours avec le Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke et de la grande région de Sherbrooke en général, où tout le monde est invité à participer pour trouver le nom de notre mascotte. C'est une renarde arctique et on a évidemment, on l'a présenté en septembre parce que vous savez, quand on a fait les Jeux du Canada, les Jeux du Québec, pardon, en 1995, on a dévoilé la mascotte Sherlow, qui est maintenant à l'Université de Sherbrooke, et qui est un renard, et on a trouvé la cousine de Sherlow, qui est une renarde arctique pour les Jeux d'hiver. Alors, donc, on est à la recherche du nom. Je dois vous dire que ça va très bien. On reçoit beaucoup de noms. On a plus d'une trentaine de noms, de suggestions jusqu'à présent. Les gens peuvent le faire via le Messenger de notre page Facebook, qui est la page 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024, ou encore par courriel qui est info@2024.jeuxduquebec.com. Alors, vous pouvez soumettre vos suggestions. Et parmi le jeune le nom sera choisi, on va d'abord avoir une visite dans sa classe avec la mascotte et également, il y aura un certificat cadeau de 100 $ offert par la boutique Sport Expert du Carrefour de l'Estrie. Le 8 septembre également, on a eu une importante séance de travail avec 6 membres de Sport Québec qui sont venus à Sherbrooke pour faire le tour parce que là, on a préparé tous nos plans d'affaires. On les a présentés à Sport Québec et là, il y avait un échange de commentaires pour voir s'il y avait des choses à améliorer. Le principal commentaire qu'on a eu de Sport Québec, c'est qu'on était en avance vraiment sur nos travaux. Ça va très bien là, du côté de l'avancement des travaux du côté de Sherbrooke. En octobre maintenant, aujourd'hui, c'est une journée importante pour nous. On présente aujourd'hui à la commission, mais également à 11 h ce matin, on va présenter nos ambassadeurs des Jeux du Québec. Ce sont 12 anciens médaillés olympiques de l'Estrie. Quand on a commencé à chercher nos ambassadeurs, habituellement, dans les Jeux du Québec, il y a 1, 2, des fois 3 ambassadeurs. Et là, nous, on se disait, quand on a vu la liste des médaillés olympiques qui viennent tous de l'Estrie, il y en avait beaucoup. Alors, on a dit pourquoi choisir. Alors, on les a sollicités. Il y en a 12 qui ont accepté d'agir comme ambassadeurs. Alors, on va les présenter aux membres de la presse et aux médias et à la population ce matin à 11 h. Et également, on va commencer à regarder maintenant parce que là, il faut commencer à mettre en place les différentes structures de la gestion par site. Il y a des directeurs de sites. On a 19 sites de compétition ou d'hébergement encore. Alors, on va commencer à regarder au cours des prochaines semaines pour trouver ces fameux directeurs de sites, des gens bénévoles. Ce qui est à venir maintenant dans les événements, ça va très rapidement. Dans 2 semaines, déjà, on reçoit les 19 fédérations sportives du Québec qui vont venir pour une première visite technique, qui vont venir visiter tous les sites de compétition. Il y aura une deuxième visite technique en octobre 2023 dans 1 an. Alors, on va recevoir les fédérations, ils vont venir visiter nos sites et faire leurs commentaires. Et par la suite, s'il y a lieu, on fera des ajustements pour la deuxième visite qui est prévue dans 1 an. Au niveau financement, on était très fiers de nous. On a lancé un concert bénéfice avec Charlotte Cardin qui va avoir lieu les 15 et 16 novembre prochains au Théâtre Granada. Très rapidement, on a vendu le premier spectacle complet le 15 novembre. Alors, on a annoncé une supplémentaire. La vente va très bien également. Il reste encore des billets disponibles. Alors, on invite les gens à encourager le comité organisateur pour se procurer un billet pour le 16 novembre prochain. Au mois de janvier, actuellement, le comité de direction est installé au 1000 rue Au-Bois-Nord et on va déménager au 950 au Bois-Sud. Actuellement, c'est le projet informatique LVO qui est dans ces locaux-là. Le 4 janvier, on va déménager parce que là, évidemment, l'espace qu'on a n'est pas assez grand pour accueillir tout le personnel. On va avoir à la toute fin une trentaine, entre 30 et 35 personnes qui vont travailler à temps plein pour les Jeux du Québec. En février 2025, on est à travailler ça actuellement.
On est sur l'ébauche d'un plan pour organiser un grand événement sportif participatif pour la population de Sherbrooke. Un objectif de faire la promotion du sport et des saines habitudes de vie, parce que vous savez que les Jeux du Québec, c'est non seulement un événement sportif, mais c'est un événement culturel et c'est un événement qui permet de passer des messages importants. Et il y a des clientèles, des jeunes clientèles, que je pense que c'est important de faire la promotion du sport et des bonnes habitudes de vie. Alors, le 25 février, ça va se passer dans le cadre du Carnaval de Sherbrooke. On a rencontré les gens du Carnaval hier pour leur présenter notre projet. Ils étaient bien heureux qu'on termine cette grande course-là dans le cadre du Carnaval. Alors, on va présenter une course, on va inviter les gens à y participer. Ce sera gratuit pour la famille et ce sera une course en soirée. On voulait créer un événement qui serait un peu spectaculaire. Alors, ça sera une course avec des lampes frontales dans les pistes cyclables à Sherbrooke. Alors, on n'aura plus de détails à vous communiquer dans les prochains mois. Et finalement, dans les événements à venir également, en mars 2023, on va se rendre à la finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup. C'est une finale hivernale, donc c'est important pour nous de se présenter sur place. Ce sera à peu près les mêmes sports d'hiver qu'on aura, donc on aura une bonne délégation là-bas. En mai, c'est le début de campagne de recrutement des bénévoles. Depuis le début, il y a plein de gens qui me demandent est-ce qu'on peut donner notre nom. On prend des noms actuellement, mais la vraie campagne de recrutement va débuter au mois de mai 2023. On va se présenter dans tous les événements sherbrookois pendant l'été pour ramasser des noms. Puis par la suite, avec la plateforme pour au jeu, les gens vont pouvoir s'inscrire directement. En juin, il y aura une deuxième grande activité de financement qui reste à déterminer pour l'instant. Et en juillet, alors ce sera notre troisième présence, cette fois au jeu de Rimouski, une présence plus limitée du comité organisateur parce que cette fois-ci, c'est une présence plus politique parce que c'est la passation du flambeau des Jeux de Rimouski à Sherbrooke. Alors, le milieu politique sera invité à participer aux Jeux de Rimouski. Et en terminant, l'embauche des derniers agents 6 mois avant les Jeux pour compléter le tableau des employés. Je vous présente l'organigramme très, très rapidement. C'est un peu ce que je vous ai expliqué. Le Sport Québec, le comité organisateur, son conseil d'administration, comité exécutif et la ville de Sherbrooke, qui sont les 3 grands leaders de cet événement. Et en dessous, le comité de direction en bleu, vous avez les directeurs, les coordonnateurs et les agents qui vont se greffer à notre organisation. Alors, en gros, c'est la présentation que je voulais vous faire ce matin. Je suis ouvert aux questions ou aux commentaires s'il y a lieu. Merci, M. Proulx. Avez-vous... OK, parfait. Bien, d'abord, je voudrais vous féliciter là, parce que j'ai quand même le privilège d'être sur votre conseil d'administration. Puis vraiment, c'est une belle organisation. La direction forte, le CA avec votre présidence, M. Auré. Vous êtes vraiment, je vais dire, ça coche, on va dire ça comme ça. Merci. Et puis, on a eu le commentaire de Sport Québec quand on les a rencontrés qui était très, très, très confiant et très satisfait de tout ce que vous aviez fait. Vous l'avez dit, mais je vais vous le répéter, qui nous l'ont répété, qui nous l'ont dit quand que vous n'étiez pas là. Et puis, pour mes collègues, je répète parce que M. Jean-Yves Larougerie l'aurait sûrement dit, fait que je me fais le devoir de le dire qu'à Sherbrooke, on ne fait jamais des jeux pour faire des jeux. Il y a toujours un leg qui est resté et ça sera la même chose pour les Jeux du Québec. Dans le fond, déjà dans leur état financier, ils ont prévu un montant qui va rester à la ville de Sherbrooke, autant pour le fonds de ligue, une partie pour le fonds de ligue, puis une partie pour le fonds sport de la ville. De la ville. Donc, sport loisirs de la ville. Donc, c'est bien qu'il reste tout le temps quelque chose pour le futur. Et vous n'avez pas mentionné, mais de mémoire, le montant de financement, vous avez déjà presque trouvé la moitié. À peu près. Oui. À peu près déjà la moitié à 2 ans. Exact. Fait que, c'est très prometteur là, que vous allez ramasser la somme totale à. Tout à fait. Alors, certainement, on a confiance. On est en avance, puis on veut garder cette avance-là avec tout ce qu'on entend, récession et tout ça. Alors, on ne prend pas de chance. On va rapidement, puis on veut combler le budget le plus rapidement possible. Parfait. Joanie, est-ce que tu as des questions? Oui, parce que là, Mme Boileau est rendue là. Je ne lui offrirai pas la parole tout de suite. Oui, merci pour la présentation. Oui, c'est vraiment c'est motivant en fait de vous entendre et de voir que ça avance à un bon rythme. Je me demandais pour comprendre un peu le budget, parce qu'on a parlé de 7,1 millions de dollars de budget global. Oui.
puis qu'on va chercher 1,2 million de dollars. Je me demandais c'était quoi le reste, d'où il provient. OK. On a, en fait, on a en argent 1 550 000 qui vient de la ville de Sherbrooke, mais on a également en biens et services avec le prêt de locaux, avec tous les prêts de services de la ville de Sherbrooke, 1 120 000 également, ce qui fait environ 2,7 millions qui vient de la ville de Sherbrooke. On a également 1,4 million qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur du gouvernement du Québec pour l'organisation des Jeux du Québec. C'est un montant que tous les Jeux du Québec reçoivent en partant. Il y a également des subventions salariales d'Emploi Québec qui soutiennent l'embauche de nos employés pour un montant assez important également de plus de 700 000 Il y a toute la contribution en biens et services. Quand on parle d'un budget de 7 millions, on parle d'un budget en argent, mais également en biens et services. Toute la valeur des prêts de plateaux sportifs des universités de Sherbrooke, Bishop, Cégep de Sherbrooke, du centre de services scolaires, de tous les lieux d'hébergement parce que les 4400 invités vont coucher principalement dans les écoles secondaires de Sherbrooke. Alors, ça, c'est une valeur importante également. Il y a un 500 000 qui vient en commandite du National de Sport Québec pour les commanditaires nationaux comme Desjardins, Sport Expert, Oasis, Lait au chocolat également, qui sont des commanditaires de Sport Québec. Alors, ça fait donc une bonne partie. Là, on est à peu près aux 7 millions de dollars avec le 1,2. Là. C'est la partie ressources financières. Puis sinon, ressources humaines, comment est-ce que la ville va être impliquée avec son personnel? Oui, actuellement, dans les ententes de service de la ville, on a la directrice générale adjointe qui est Josée Tlich, qui est responsable de la programmation sportive et des services aux participants. Alors, Josée est un prêt de la ville sur une période de 30 mois. Elle est là depuis janvier 2022 et elle est là jusqu'à la toute fin en juin 2024. Et il y a également des discussions actuellement avec le service de police de Sherbrooke qui devrait nous prêter une ressource pour une partie pour environ 6 mois. Ça reste encore à finaliser. Il y a également la Société de transport de Sherbrooke où on a une entente de commandite également pour les autobus, pour le transport. Et au niveau des ressources, on est en discussion justement avec la Société de transport pour un prêt de ressources également qui va venir appuyer les employés embauchés par le comité. Dernière question. Moi, je suis très intéressée par l'éco-responsabilité de l'événement. Puis je suis contente de voir que vous allez aller ailleurs, dans d'autres événements, voir un peu pour s'inspirer et tout. Est-ce qu'il y a un partenariat avec le Bureau de l'environnement ou avec des organismes comme Five qui accompagnent les événements? Tout à fait. D'abord, les discussions ont lieu avec la direction de l'environnement. Par la suite, rapidement, on a dirigé du côté de Five. On a d'ailleurs un plan de développement durable qui a été préparé par Five. Et on a également, dans l'entente de service avec Five, un suivi d'aujourd'hui jusqu'aux Jeux du Québec pour s'assurer que le plan, je pense, c'est 40 de mémoire, de 47 points différents, soit suivi pour respecter justement le plan durable qui a été préparé. C'est d'ailleurs un objectif très important maintenant à Sport Québec, partout au Québec. Je pense que tous les organismes qui organisent des événements, l'environnement fait partie, est au cœur des soucis et des préoccupations. Alors, on fait tout ce qu'on peut pour le développement durable, tout ce qui est possible de faire et on a vraiment un plan là, qui est très complet. D'autres commentaires, d'autres questions? Non. Parfait. J'ai Mme Lépine, M. Vanasse et Mme Boileau. Donc, Mme Lépine? Merci. Alors, ma question est en deux volets. Le premier, est-ce que vous pourriez nous parler du lieu d'accueil des athlètes? À quel endroit, donc, les athlètes vont se réunir, seront un peu leur base, là, leur camp de base un peu? Et mon deuxième volet, c'est le volet culturel. Comment vous l'entrevoyez, ce volet culturel? On l'a vu tantôt dans l'organigramme qu'il y a une place et comment ça se traduit? Alors, d'abord, au niveau des athlètes, il faut dire que le centre de foire de Sherbrooke est réservé totalement pour les Jeux du Québec. Donc, le village des athlètes sera au centre de foire de Sherbrooke.
où le 2/3 du centre de foire, donc un espace très grand, sera aménagé avec différentes activités. Lorsque les athlètes ne sont pas en compétition, durant la journée, ils vont au village des athlètes, vont s'amuser. Il y a des espaces de repos, il y a des espaces vidéo, il y a des jeux gonflables, il y a toutes sortes d'activités qu'on organise. Et là, on est en plein processus, là, mais tous les athlètes seront reçus au village des athlètes qui sera au centre de foire. Pour le volet culturel, déjà, je peux vous dire que on a évidemment les cérémonies d'ouverture, fermeture qui seront présentées au Palais des Sports de Sherbrooke. On espère avoir 4000 personnes à l'intérieur du Palais des Sports pour l'événement. Il y en a déjà 2200 avec les participants. Au niveau des estrades, on devrait être capable d'accueillir environ 2000 personnes. Il y a un volet culturel d'une vingtaine de minutes à l'intérieur du grand spectacle. Et on a également, avec le comité culturel de la Ville de Sherbrooke et le gouvernement du Québec, obtenu une subvention pour un projet particulier. Et quand on a assisté aux Jeux de Laval, particulièrement, lorsque l'événement, par exemple, est prévu à 7h30, bien, dès 7h, 7h moins quart, il y a déjà des gens dans l'amphithéâtre qui attendent. Alors, on s'en va en appel d'offres avec les groupes culturels de la Ville de Sherbrooke pour nous présenter un projet où on aura une pré-cérémonie d'environ 25 minutes avec des jeunes de Sherbrooke qui feront un spectacle là, juste avant la grande cérémonie d'ouverture. Donc, on va faire participer des groupes de Sherbrooke dans ce spectacle-là. D'accord. Donc, j'en comprends que dans le cadre de l'entente du ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Sherbrooke, on comprend qu'il y a une portion qui était réservée là, pour l'aspect culturel des Jeux du Québec. Oui. Puis vous répondez bien à la question, c'est-à-dire comment ça va se décliner. On en comprend qu'il y a des jeunes qui vont participer, puis aussi des artistes professionnels là, qui seront Sherbrookeois qui seront interpellés. Il y a des artistes professionnels, peut-être Sherbrookeois, qui vont y participer, mais c'est sûr que la pré-cérémonie, ce seront des jeunes de Sherbrooke. Absolument. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre des Jeux du Québec, il y a une place des Jeux. On avait une problématique parce que le premier week-end des Jeux du Québec, c'est le carnaval de Sherbrooke, traditionnellement la première fin de semaine de la semaine de relâche. Et nous, on avait également la place des Jeux qu'au départ, on devait faire à l'extérieur, au centre de foire. Alors là, on est en négociation avec le Carnaval de Sherbrooke pour essayer de faire une place des Jeux qui pourrait se faire dans le cadre du Carnaval. Alors là, on est en pleine négociation. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais peu importe où sera la place des Jeux, des Jeux du Québec à l'extérieur, pour la population de Sherbrooke, entre autres, il y aura des spectacles également, il y aura des activités culturelles, il y aura plein d'activités de présenter pour la population. Tout ça fait partie de... Quand je vous disais que les Jeux du Québec, c'est beaucoup plus que des jeux de sport, c'est tout ça. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Mme Boileau. Non, c'est M. Vanas. Monsieur Vanas. Avant, oui. Très brièvement, en fait, je vais juste revenir un peu sur le prêt de service, là, le prêt de ressources là, qu'on avait mentionné tantôt. Jocelyn, M. Proulx a mentionné les principales ressources, mais il faut comprendre que pratiquement l'ensemble des services de la Ville sont appelés à contribuer dans une mesure peut-être moins plus ponctuelle. On pense entre autres au service d'entretien voirie qui va nous aider à préparer il y a 5 sites municipaux qui vont contribuer. Il y a toute l'opération de pavoisement. Puis, sur les sites privés aussi, notre matériel événementiel va être mis à contribution aussi sur les différents sites institutionnels. Là. On parle de livraison de matériel, des choses comme ça. Donc, je voulais bonifier l'implication. Puis ça, budgétairement parlant, ça vient cadrer dans la portion en biens et services là, qui est fournie par la Ville. Donc, il y a vraiment plusieurs employés de la Ville de Sherbrooke qui seront appelés à travailler quelques jours, quelques heures sur ce grand projet-là. Et je peux vous dire qu'on a déjà rencontré tous les directeurs de services et on a senti vraiment une grande volonté de collaboration avec nous pour offrir. Tu sais, dans le fond, l'objectif, nous, on veut offrir l'excellence. Sherbrooke est reconnu pour des plateaux sportifs d'excellence, mais au-delà des plateaux sportifs, tout ce qu'on va organiser dans le cadre des Jeux du Québec, un des objectifs, c'est que ce soit toujours l'excellence, que les gens se souviennent à vie de leur passage aux Jeux du Québec. Merci. Merci, M. Vanas. Mme Boileau. Merci, Madame la Présidente. C'est vraiment une belle présentation, un bel événement qui va avoir énormément de retombées. Je pense que ça aurait été intéressant d'inviter le CM ou en tout cas les élus à assister à cette rencontre-là. OK, je n'ai pas vu passer le courriel.
Désolée. J'avais comme plusieurs questions par rapport au comité organisateur. J'imagine que vous avez des PV, vous les déposez à la commission ou comment ça fonctionne? On a des procès-verbaux, en fait, on est une corporation indépendante, un organisme à but non lucratif qui a été formé avec son conseil d'administration. Nous, on a un bilan financier avec Audi et l'Audi sera déposé à la vérification générale de la Ville de Sherbrooke. OK. Ben, en tout cas, ce serait peut-être pertinent d'avoir les PV à la commission, tu sais, pour voir un peu où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que, tu sais, puis en même temps, les autres élus au CM vont pouvoir voir, vous suivre un petit peu, puis s'intéresser à ce qui se passe, puis à ce qui s'en vient, là. Parfait. Je vous ai fait signe que j'avais fait, j'ai fait pour je l'ai fait pour voyons, la conférence de presse. Je ne l'avais pas faite pour la présentation Ah, ici. Parce que ma vie, ça aurait été intéressant qu'ils viennent ici, puis je vous ai dit que je l'avais faite, mais j'ai OK. eu un flash que j'avais invité pour la conférence de presse, mon erreur. OK. Monsieur Vanas. Ah, j'avais pas fini. Oui. Ah non, Ben, excusez. en fait, je veux juste rebondir, Madame Boileau, rapidement là, sur le lien-là. En fait, là, le lien entre le comité organisateur et la Ville de Sherbrooke est tenu par une entente bipartie entre la Ville et le comité organisateur, ainsi qu'une entente tripartie entre la Ville, le comité organisateur et Sport Québec. Ce qui a été inscrit en commission, au plan d'action de la commission, c'est justement des rencontres bilan de ce type-là, de manière plus informelle. Puis, il ne faut pas oublier non plus la présence de Mme Robichaud au conseil d'administration, ainsi que la présence de Mme Boutin et Larougerie au conseil d'administration, ainsi que la présence de M. Larougerie au comité exécutif de l'organisme. Donc, si jamais il y a des demandes supplémentaires là, pour que ce soit de la reddition de compte ou des éléments comme ça, je pense qu'il va falloir en discuter là, peut-être plus dans le détail là, sur vraiment le besoin spécifique de la commission, puis on pourra l'adresser là, Je remettais à ce pas en moment-là. cause les personnes qui siègent non plus, là. C'est juste, dans le fond, un souci de transparence, de circulation d'informations entre les élus, là. C'était plus à ce niveau-là, là. Fait que, il y avait ça. Est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense que c'est tout. Madame Belle-Rose, elle avait pas mal fait le tour aussi de mes questions. Je pense qu'on c'est bon. Une petite dernière, alors. Toujours des questions qui viennent. Ben, peut-être avec l'ajout de M. Vanas sur l'impact pour le service d'entretien voirie, quant à la préparation des sites, tu sais, je me demandais, parce que là, c'est en plein hiver, est-ce qu'on pense qu'il peut y avoir un impact sur nos opérations hivernales, déneigement, etc., ou on prévoit le coup, là? C'est En je ne fait, sais pas quel pourcentage ça peut représenter là, de mobilisation de nos équipes, là, mais je vais laisser Nicolas? M. Proux discuter, en fait, juste ouvrir la discussion avec ce que vous avez discuté avec la direction du service, puis je vais compléter votre réponse. En fait, ce que je voulais simplement mentionner, c'est que les lieux sportifs et tous les lieux qu'on va occuper pendant les Jeux du Québec, ce sont déjà des sites là, qui sont l'hiver nettoyés. Ce sont les Eugène-Lalonde, Palais des Sports. Alors, tous les sites qu'on occupe pour les Jeux du Québec euh, sont déjà déblayés. Alors, au niveau de l'hiver, je ne pense pas que ce soit une surcharge pour la ville de Sherbrooke. C'est sûr qu'au niveau peut-être à l'intérieur les heures prolongées et tout, c'est peut-être possible, là, mais en termes de travaux extérieurs, sinon, ce qui est prévu comme il va falloir banaliser des stationnements, par exemple, pour les gens de Sport Québec, pour les VIP et tout ça. Mais comme je ne pense pas que ce soit quand même là, un surplus énorme. Là. Effectivement, il y a un travail qui a été fait aussi depuis dès le départ, avant même la création de la corporation. Là. Donc, quand on a mis en place là, cette proposition-là d'aller en biens et services à la hauteur de 1,2 million, un peu moins de 1,2 million, on a fait le tour des services à ce moment-là. Il y a eu une présentation à l'ensemble des services pour leur mentionner que c'est ça qui s'en est. Donc, tous les services ont été mis donc à contribution depuis 2021. Que cette présentation est là. Donc, on peut voir venir les demandes. Là, ça se matérialise dans les prochains mois. Puis, comme le mentionné M. Proux, de par leur planification exemplaire jusqu'à maintenant, on n'est pas dans des demandes de dernière minute. Donc, les services peuvent venir voir les coûts. Ceci étant dit, on a quand même en pénurie de main-d'œuvre, comme partout ailleurs. Il y a des enjeux qui s'en viennent. Il va y avoir des difficultés comme
tout projet quand on arrive dans les dernières urgences. Puis, à ce moment-là, on a instauré aussi un mécanisme un peu plus tôt cette année sur justement la contribution de la ville ou la transformation de la contribution de la ville de biens et services vers une assistance financière si jamais il y avait lieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on détermine que la ville n'est pas en mesure de fournir le service au comité organisateur, bien, le comité organisateur est capable d'aller chercher ce service-là par ses propres moyens, puis on va venir le soutenir financièrement. Donc, on a mis en place ce mécanisme-là un peu pour aussi se protéger. Donc, au niveau des événements, c'est clair que la priorité, c'est les Jeux du Québec. C'est sûr qu'au niveau de la sécurité publique, bien là, elle va quand même passer, elle va passer au-dessus de cette organisation-là. Donc, les priorités sont claires, puis on a les mécanismes aussi pour pouvoir être agile là, dans ces moments-là un peu plus difficiles s'il y a lieu. Merci, M. Proulx. J'avais fermé mon micro. On va traverser, nous, tantôt avec Oui. vous, quand ça va être le temps de la conférence de presse. Excellent. Vous accompagner. Vous serez les bienvenus, puis merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci. Donc, nous sommes rendus, dans le fond, au point 5.1.2, le mandat de fonctionnement et nomination des membres du comité expert en arts visuels, avec comme invité Mme Nathalie Fortin. Est-ce que, Mme Lépine, vous avez un mot d'ouverture? Alors, petit mot d'introduction. Alors, à titre d'information, à la division de la culture, vous savez, bon, il y a vraiment là, un volet acquisition d'œuvres d'art et entretien et diffusion. Et dans le passé, il existait une instance qui s'appelait la Commission des arts visuels où des experts étaient réunis pour pouvoir bien guider les décisions du conseil dans les fonctions que je viens de nommer. Maintenant, avec l'arrivée du nouveau conseil, les commissions, évidemment, ont un rôle à ce niveau-là, mais il a été proposé qu'un comité d'experts à nouveau soit créé pour bien accompagner la commission et le conseil de ville dans les fonctions d'acquisition, de diffusion et d'entretien d'œuvres d'art. Et à la division de la culture, c'est Mme Nathalie Fortin qui est en charge de ces responsabilités. Et donc, elle va nous faire une présentation quant au projet de créer un comité d'experts en art visuel. Alors, je vous laisse la parole, Mme Fortin. Bonjour. Alors, bonjour et je suis heureuse d'être là pour vous parler un petit peu de ce comité qui est fort important pour mener à bien l'étude de plusieurs dossiers qui incombent à la division de la culture, à mon mandat plus particulièrement. Alors, dans notre comité, le comité, comme Mme Lépine l'expliquait, le comité va être principalement amené à traiter des dossiers d'acquisition. On acquiert à la ville par don pour ce qui est des œuvres, c'est moins fréquent, il faut le dire, là, mais parfois par don pour des œuvres qui vont dans les bureaux, vous voyez, comme des peintures, des photographies, des choses comme ça, mais les plus grands enjeux, les plus grands dossiers à analyser et qui sont plus longs aussi, là, si on veut, c'est les dossiers de concours d'acquisition d'œuvres d'art public. Alors, on a un budget annuel pour acquérir les œuvres d'art public et on aime bonifier la collection en ce sens parce que ça permet bien sûr une plus grande accessibilité. C'est sur le territoire, ça s'installe sur des sites des parcs, des devants d'édifices qui seraient nouvellement construits, par exemple. Donc, il y a un accès, une meilleure démocratisation de cette collection d'œuvres d'art à ce moment-là. Et quand on me lance un concours, bien, c'est auprès des artistes professionnels. Ça a bien sûr besoin d'être analysé, d'avoir des avis, des recommandations. Et c'est pas moi tout seul qui va produire ces recommandations. Et le comité va nous aider en ce sens. Il va être composé de spécialistes en histoire de l'art et en art visuel comme tel. On a réussi à trouver 6 membres intéressés à participer au comité, mais ils pourraient être là en rotation, c'est-à-dire qu'on a 6 membres qui peuvent être disponibles à différents moments. On en aura toujours 4 pour chacune des réunions. Ce qu'on souhaite, c'est 2 commissaires, deux
experts, pardon, en art visuel et 2 experts en histoire de l'art, et moi, ainsi que potentiellement une autre collègue de la division de la culture qui nous accompagnerait ou autre personne ad hoc là, qui pourrait être nécessaire pour le traitement d'un dossier, là, parce qu'il y a des dossiers d'art public, des fois, qui sont plus pointus, pour lesquels il serait utile d'avoir un autre. Mais comme membre permanent, on va dire, du comité. Les personnes qui ont été choisies, je peux les nommer, hein? Oui, ils ont été dites, mais je peux vous les rappeler. Alors, Luc Saint-Jacques, Chantal Lagacé comme artiste professionnelle, ainsi que Madame Stéphanie Morissette avait signalé son intérêt. Madame Stéphanie Morissette, par ailleurs, je veux simplement préciser qu'elle est à l'extérieur du pays pour un certain temps. Donc, pour le moment, sa contribution, elle va peut-être être moindre là, pour un temps, mais on reste en contact avec elle, ainsi que 3 personnes en histoire de l'art, Sarah Boucher, Martin Labrie et Caroline Lancol-Daigneault. Donc, 3 spécialistes en art visuel aussi, mais du côté plutôt soit du commissariat d'exposition, de l'histoire de l'art. Et on attendait finalement que ce soit formalisé pour pouvoir se mettre en action pour certains dossiers qui attendent qui attendent après nous. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions sur le fonctionnement? Je ne sais pas qui est levé, mais je vais commencer par Mme Boileau. Allez-y. Pour les membres de ce comité-là, j'ai pas vu passer d'annonce que vous recherchiez des gens. Je me demandais si ça aurait été pertinent d'avoir des artistes aussi, pas juste des spécialistes, mais des gens des artistes, mettons Claude Beaupré ou. En fait, la recherche s'est faite un petit peu il y a plusieurs mois. Déjà, on avait commencé à tâter le terrain. Je vous dirais que M. Beaupré, on le connaît et j'ai travaillé avec lui sur plusieurs dossiers. Pas nécessairement dans le cadre d'un comité comme celui-ci, mais ce qu'on a cherché beaucoup à avoir, c'est une certaine polyvalence et une expertise, oui, en art public, mais dans le collectionnement aussi, dans comment on bâtit une collection. Donc, ce sont des personnes qui soit ont déjà des œuvres dans des collections ou ont déjà siégé sur des comités de ce même genre de cette nature-là. Alors, c'est un petit peu, c'est l'expertise qu'on est allé chercher. Puis, ça va varier, évidemment, c'est pas un comité qui va durer toute la vie. Hein? Donc, on veut assurer une certaine rotation. Là, on veut nommer les gens, disons, comme je le disais, il y avoir un certain roulement dans les présences pour 2 ans. Puis, dans 2 ans, ben, on renouvelle et d'autres artistes pourront donner ben, participer, c'est le désir. Mais disons que c'était dans l'optique d'avoir des artistes professionnels, puisqu'on va chercher vraiment la collection d'œuvres d'art. La politique d'acquisition dit vraiment qu'on acquiert des œuvres d'art des artistes professionnels et avec la reconnaissance des artistes fait partie des critères. Donc, on cherche aussi dans nos commissaires, dans nos experts, pardon, je m'excuse, à aller chercher l'expertise appropriée pour juger ces travaux-là. Voilà. Oui. OK. Merci. Mme Lépine? En complément de Mme Boileau, de votre intervention, on veut juste spécifier qu'évidemment, les personnes recherchées, les experts, comme le disait si bien Mme Fortin, c'est un mandat de 2 ans. Donc, c'est sûr qu'au terme des 2 ans, d'autres personnes seront interpellées et de plus, tout artiste qui ne fait pas partie du comité d'experts peut être appelé n'importe quand comme expert ad hoc. Donc, on peut pas, il faut prendre en compte que tous les artistes qui ont une certaine expertise sur le territoire, même s'ils ne font pas partie du comité d'experts, peuvent être interpellés à tout moment comme experts ad hoc. Alors, on en comprend que c'est une durée un mandat de 2 ans et on en comprend aussi, Madame la Présidente, c'est
aux membres de la commission que ce comité, aujourd'hui, on vous le soumet avec recommandation là, dans le cadre d'un sommaire décisionnel et que c'est le conseil municipal, finalement, et après, qui apportera son approbation finale. Mais vraiment, je peux vous garantir je peux vous assurer que la sélection des personnes qui a été faite comme historiens et artistes se fait d'une façon très démocratique. Il y a beaucoup de personnes qui refusent aussi, qui n'ont pas la disponibilité. Parce qu'on dit, ah, moi, je suis disponible, mais de soir. Alors, donc, nous, on travaille évidemment plus de jours, mais on retient évidemment, les personnes nous disent, laissez notre nom, prenez-le en note, et puis je suis disponible, par contre, si vous voulez m'interpeller d'une façon ad hoc. Alors, donc, ça se fait d'une façon très démocratique. Ouais. Voilà. Merci, Mme Lépine. Mme Belle-Rose. Madame la Présidente, merci d'être là ce matin avec nous, Mme Fortin. C'est super intéressant. Moi, j'ai plusieurs questions, mais beaucoup plus sur la collection. Par rapport au comité, je dirais que ma question principale, c'est un peu comment est-ce qu'on va s'arrimer avec la commission, comment on va travailler ensemble. C'est une très bonne question. Peut-être à définir éventuellement. Oui, bien, écoutez, quand il y aura des rencontres, je vous dirais que il y a beaucoup de dossiers présentement que je dois prioriser parce qu'il y a il faut se le dire, une certaine période d'absence de ce genre de comité qui ont fait qu'on a un petit retard à combler. Et les premiers dossiers qui seront analysés, ça devrait être assez rapidement. Par la suite, une fois que le comité aura on peut dire des recommandations, mais en fait, c'est ça, c'est même la terminologie n'est pas encore est pas peaufinée parce que ça n'existait pas là, jusqu'à tout récemment, le comité d'experts de cette nature. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va donner des orientations, des opinions. On peut l'appeler de différentes façons. L'idée étant de devenir ici une source d'inspiration. Et donner, on peut le dire quand même qu'il s'agira de recommandations d'experts. C'est ça, c'est un comité d'experts. Alors, pour que vous, ici, vous puissiez adresser une recommandation officiellement au conseil là, par la suite. Mais il faut ça va donner un éclairage. Alors, mais la marche à suivre, là, tout ça, c'est à établir, là, je vous dirais. Je peux répondre à Mme Belle-Rose, c'est qu'effectivement, lorsque les experts auront apporté une orientation, un alignement, le dossier, ça veut dire qu'il est en voie d'avancement et il sera amené ici à la commission. Et donc, puis là, les commissaires pourront se pencher là, sur les conclusions là, des experts là, et puis de l'alignement du projet. C'est pas impossible que je revienne, autrement dit, pour présenter les résultats des discussions. Est-ce que je peux poser mes questions sur la collection? C'est-tu le bon moment? Oui. La collection Fortin qu'on m'a dit lors de la rencontre. Qu'est-ce qui vous a dit ça? La rencontre culturelle. Je me demandais, je sais qu'on va le voir dans l'évaluation budgétaire, mais ça représente quoi comme budget d'acquisition? Puis aussi, vous avez parlé dans la rencontre avec le milieu culturel, le budget d'entretien des œuvres d'art. Oui, parce qu'évidemment, c'est bien beau d'acquérir. Il faut aussi entretenir, restaurer. Annuellement, la Division de la culture a un budget d'environ 50 000 pour l'entretien des œuvres de la collection, donc les possessions qui sont essentiellement sur le territoire de la ville. C'est ces œuvres-là qui nécessitent le plus d'attention. Évidemment, quand c'est aux intempéries, ça a plus de risque aussi d'avoir du vandalisme, des bris, toutes sortes de choses comme ça. Donc, il y a plus d'entretien et un suivi plus serré que les œuvres qui sont dans les infrastructures municipales. Mais en gros, c'est 50 000 qu'on met pour restauration et entretien régulier et 75 000 annuellement pour de l'acquisition. Et on essaie évidemment de lancer un concours annuellement, mais des fois, ce qu'on comprend, c'est qu'une œuvre d'art public, entre le moment où on pense à un concours, on fait le programme, on fait l'appel des propositions, les maquettes, etc., souvent, il s'écoule plus d'un an. C'est quand même long. Puis dans ces années-ci, avec les problèmes justement de main-d'œuvre, etc., il y a toujours des délais assez importants. Fait que c'est pas rare que, malheureusement, je vous dirais, on installe une œuvre par une année et demie. Il faut être plus réaliste là, un petit peu. Mais le budget est celui que je vous dis, 75 000 par année. Puis là, dans le fond, je voyais qu'il y a comme 250 œuvres environ que la ville possède. Oui, un peu. Parce qu'on voit sur le site Internet où ils sont placés dans la ville, mais est-ce qu'il y en a qui sont entreposés? On n'a pas encore de réserve.
C'est-à-dire que j'ai les œuvres d'art public, c'est pour ça que je disais qu'on développe surtout ce volet-là, parce que notamment pour l'accessibilité, mais aussi parce que on est très limité en termes d'entreposage. On n'a pas accès encore à une réserve comme dans un musée, disons, à ce à quoi on pourrait penser, qui nous permettrait d'acquérir, faire une rotation d'œuvres dans les institutions, c'est-à-dire dans les bureaux. Non, on n'a pas cette infrastructure-là. Donc, il y a une petite quantité d'œuvres qui ne sont pas exposées parce qu'il y a des mouvements de temps en temps, mais c'est mineur. La majorité des œuvres sont exposées de façon permanente dans nos bureaux. OK, c'est super. Puis est-ce qu'il y aurait une façon de... Parce que sur le site, on ne le voit pas, ça, quels qui sont entreposés, ben pas entreposés, mais installés. Bien, vous avez absolument raison. Je me dis, c'est intéressant de dire, des fois, on va, je ne sais pas, dans un bureau, puis là, on peut savoir que telle œuvre de telle personne... Vous avez absolument raison. Je vous dirais que j'ai fait faire, la division de la culture a fait faire la documentation visuelle, la prise de photos professionnelle de toutes les œuvres de la collection, ce qu'on n'avait pas. On avait des photos documentaires, mais pour les mettre sur un site web, ben, ça prend quelque chose de qualité. Ça a été fait au début dans la première portion de l'année. Là, ce qui reste à faire, c'est monter une façon de diffuser cette information-là sur le site Internet de la Ville et pour donner une meilleure idée de l'ampleur de cette collection-là qui, présentement, ce qui est visible sur le site, c'est essentiellement les œuvres d'art public géolocalisées. Mais c'est sûr que comme les œuvres qu'on appelle mobilières, parce que mobile, justement, les peintures, tout ça, c'est la localisation ne pourra probablement pas être indiquée dans la mesure où elles sont propices à changer d'endroit. Souvent, elles restent un bout de temps, mais c'est difficile de garder le site Internet à ce moment-là complètement à jour parce qu'il peut y avoir toutes sortes de changements. Fait que les œuvres seront certainement diffusées pour fournir une information quant à la diversité de la collection. Pour ce qui est de la localisation, ben, ce n'est pas toujours accessible au public non plus. Je veux dire, ce n'est pas tous les bureaux de direction, tout ça. C'est pas une information qui est aussi pertinente que les œuvres, disons, publiques, justement, sur le territoire, qui sont toujours accessibles. Ouais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci pour la présentation. Puis, je voulais juste rajouter qu'il y en aura une qui va s'ajouter éventuellement pour l'Arena à Rock-Forest. Fait que je présume que vous allez être bientôt en appel d'offres, quelque chose comme ça, surtout si vous dites que ça prend 1 an et demi puis qu'on la veut. En fait, c'est prévu que je vienne vous en parler à la prochaine commission. OK, bon, ben c'est j'aurais pu. Puis au bénéfice des gens qui pourraient peut-être écouter, on parle des dons des œuvres d'art, mais le comité ne les accepte pas tous, étant donné parfois la faible valeur historique, peut-être qu'après avoir, et le coût important d'entretien qu'il pourrait y avoir. Donc, ça arrive que même quand les gens veulent nous donner des œuvres, qu'on les refuse. Bien, effectivement, ce n'est pas toujours possible pour des raisons justement d'exposition aussi, d'entretien, puis toutes ces causes-là font partie des causes de refus parfois. Là. Ça, c'est vrai. Bien, merci, Mme Fortin. Si vous pouvez Madame Lépine, oui, allez-y. En complément, effectivement, pour les personnes qui regardent en ce moment la commission, il faut se rappeler qu'une municipalité n'est pas un musée. Son rôle n'est pas de collectionner des œuvres, ni des entreposer, ni d'en faire la circulation. Le rôle d'une collection municipale, c'est c'est de faire en sorte que les manifestations culturelles soient accessibles au public en tout temps. Donc, les œuvres d'art public, les œuvres d'art mobilières, comme disait Mme Fortin, règle générale, sont dans des lieux publics, mais il ne faut pas s'imaginer que les municipalités ont des grandes collections. Elles n'ont pas de grands entreposages non plus. C'est les musées qui ont ce rôle-là. Et d'autant plus que ça prend des conditions maximales d'entreposage et de conservation. Voilà le mot que je cherchais, que Mme Fortin me souffle à l'oreille en ce moment. Et de conservation. Alors, donc, rappeler aux gens que oui, on peut recevoir des dons, mais le rôle n'est pas de collectionner pour une ville. Merci. Merci, Mme Lépine. Considérant que les points sont tous passés, qu'on a enlevé la recommandation pour l'adoption du plan d'action et qu'on avait devancé excusez-moi, je dépasse ce matin, le retour sur la rencontre virtuelle et qu'on nous attend de l'autre côté pour la conférence de presse pour les Jeux du Québec. Nous allons mettre fin à cette rencontre. Je souhaite bonne fin de journée à tous.